Bonsoir à tous, et bravo à tous ceux qui ont bravé les grandes chaleurs de Paris pour venir ce soir. Vous avez eu raison. Pour la première, parce qu'on va parler aujourd'hui de sujets qui sont peut-être décisifs, qui sont déjà décisifs pour nos vies quotidiennes et qui seront sans doute décisifs pour les années qui viennent. Vous avez raison, deuxièmement, deux fois, parce que nous avons la chance, j'ai la chance ce soir, d'avoir autour de moi deux personnalités de qualité et qui, selon une patte qui est désormais celle du dialogue franco-russe, s'expriment de manière libre et avec un ton, vous verrez, une personnalité qui est toujours plaisante. Ils ne sont, eux, absolument pas gênés par le politiquement correct ou le sabir germano-pratin. Nous allons essayer ce soir de jeter des coups de projecteur sur l'avenir, peut-être de tuer quelques idées reçues, d'alerter également sur quelques dangers passés sous les radars, de voyager surtout dans les méandres des relations internationales qui ne sont, selon moi, jamais écrites à l'avance. J'aime bien citer toujours Jacques Bainville, ce grand historien et géopoliticien, qui affirme « La seule permanence de l'histoire, c'est souvent la géographie ». Alors, je le disais, deux personnalités de qualité au ton singulier. Vous connaissez Caroline Galacteros, je vais quand même lui faire l'amitié et surtout la courtoisie de la représenter, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez longtemps travaillé comme analyste au service de l'État, vous avez créé une société d'intelligence stratégique, Planeting, je crois, oui, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Une petite société. Voilà. Je ne sais pas si on m'entend, je ne suis pas sûre. Il faut passer le micro. Ah, d'accord, ok. Ah, bon, on n'y touche plus. Voilà. Non, je n'ai rien dit. Continue. On continue. Ouais. Et vous avez fondé il y a quelque temps déjà maintenant le think tank Géopragma que vous intitulez Pôle français de géopolitique réaliste. Vous avez également signé des chroniques régulières pour les médias, parce que Le Point. Et vous êtes apparu pour certains sur la scène médiatique il y a quelque temps avec la campagne électorale présidentielle, puisque certains vous ont découvert comme bras droit d'Éric Zemmour sur les questions internationales. Voilà, vous êtes, donc je le répète, une intellectuelle libre et engagée, et une intellectuelle qui a en fait un gros défaut ou une incapacité notoire, c'est, je le disais, elle n'a jamais su apprendre la langue de bois. Voilà, c'est un truc, voilà, ça n'est jamais rentré dans son cerveau. J'ai eu le souvenir de quelques interventions de Caroline Galacteros devant un panel d'officiers supérieurs à l'école militaire à Paris, où c'était assez plaisant de voir cette personnalité qui s'exprimait sans les prudences habituelles. À ma droite, David Bavrez, peut-être moins connu que votre frère, avec lequel le mentor de Caroline avait l'occasion de débattre sur les plateaux de télévision. Vous voyez comme quoi le monde est petit. Alors vous le connaissez peut-être un peu moins, et pour cause, puisque cela fait de nombreuses années que David Bavrez travaille et vit à l'étranger. David Bavrez est un financier, un investisseur. C'est un homme du monde des affaires. Il a fait, je crois, HEC et l'INSEAD. Il a exercé son art à Londres, je crois, aux États-Unis aussi, à Boston, il me semble. Et puis, depuis plusieurs années déjà, vous l'exercez depuis Hong Kong. Et vous vous intéressez à toutes les entreprises cotées et les start-up qui évoluent dans ce monde eurasiatique que vous côtoyez de l'intérieur. Vous avez aussi plusieurs vies, comme Caroline, vous êtes essayiste, vous donnez des chroniques toujours passionnantes à l'Opinion, le quotidien L'Opinion, mais également au magazine L'Express. Et vous venez de signer donc ce dernier essai intitulé Chine-Europe, le grand tournant, sous forme c'est en fait un recueil de dialogues avec des personnalités étrangères, entre des personnalités étrangères et le grand timonier, ou l'héritier du grand timonier, qui est le patron, le vrai patron, peut-être pas que le vrai patron finalement, enfin l'homme qui semble diriger la Chine. Et je veux parler bien évidemment de Xi Jinping. Nous aurons donc la chance de pouvoir vous interroger sur la façon dont vous comprenez ce qui se passe des relations russo-chinoises.
En guise d'introduction pour cette conférence qui va durer à peu près 1 heure, je vous propose, si vous voulez, de refaire un petit point de situation sur ce qui se passe aujourd'hui dans le Donbass. Le bilan est important, intéressant à faire cette semaine en particulier. On verra dans ce qui va se passer dans les jours prochains, mais on pourrait être aujourd'hui dans un nouveau tournant de ce conflit qui aujourd'hui est un conflit de très haute intensité, où les soldats russes et les soldats ukrainiens meurent actuellement tous les jours par centaines, je dis bien par centaines, sur le front du Donbass. Tout se passe aujourd'hui, l'épicentre des combats est aujourd'hui autour de Severodonetsk. Vous voyez tous où se situe cette ville du Donbass. Je ne vais pas m'attarder sur la description géographique. Pour être schématique et rapide, le président Zelensky a demandé à ses troupes de faire Cameron, comme on dirait chez les Français, c'est-à-dire de ne pas retraiter et de mourir sur place, en attendant, espère-t-il, croit-il, pense-t-il, un regain de l'aide occidentale. Je schématise, mais c'est à peu près ce que comprennent aujourd'hui les analystes. Tout autour, l'armée ukrainienne encaisse de plus en plus difficilement les pluies d'obus de l'artillerie russe. Aujourd'hui, la Russie avance lentement mais sûrement et semble avoir corrigé une partie des erreurs qu'on avait, ou des errements qu'on avait découverts au début de la guerre, des approximations, et ce malgré l'arrivée d'une aide occidentale massive, il faut bien le souligner. Cette semaine, le président Zelensky a lui-même reconnu, je le cite, « L'issue de la bataille du Donbass donnera une indication sur la suite de la guerre avec la Russie ». C'est une manière de dire que les choses pourraient se corser dans les jours et les semaines qui viennent. Hier, le 15 juin, ce qu'on appelle le groupe de Ramstein, c'est-à-dire cette conférence organisée sous l'égide des Américains regroupant les alliés de l'OTAN et tous ceux qui participent à la réaction contre Moscou en Ukraine, se sont réunis pour la 3e fois et on en attendait des annonces en matière d'aide, notamment militaire. On verra ce qui va en sortir. Donc il y a des discussions importantes qui se sont déroulées hier. Le président américain a envoyé un nouveau signal aux Européens en dévoilant une nouvelle aide d'1 milliard de dollars de type militaire aux Ukrainiens. Et vous avez sans doute tout suivi, Emmanuel Macron lui aussi s'est finalement décidé à faire un nouveau geste politique en allant d'abord sur le front avancé otanien visiter les troupes françaises en Roumanie, puis en montant cette visite tripartite avec le chancelier allemand et le Premier ministre italien à Kiev aujourd'hui, finalement donner un peu à la gauche de son électorat au moment où les législatives sont un peu compliquées pour lui, tout en ne souhaitant pas fâcher Poutine, en même temps géopolitique qui laisse toujours un peu dubitatif ceux qui observent ça depuis quelque temps sur ce dossier russo-ukrainien. On y reviendra peut-être, vous nous direz un peu ce que vous en pensez. En tout cas, s'il est encore un peu tôt pour se prononcer de quel côté penchera la balance militaire dans le Donbass, il faut être prudent. Le rapport de force est quand même incertain, toujours incertain, même si effectivement des tendances se développent. Je crois qu'il est aujourd'hui temps déjà, on peut déjà esquisser un certain nombre de constats concernant le rapport de force des réponses occidentales à l'agression de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, selon les Occidentaux. Alors, réponse en matière d'armement, clairement, l'aide occidentale a sauvé les Ukrainiens d'un débâcle. Aujourd'hui, elle ne semble pas déterminante pour changer le rapport des forces à court terme. Les sanctions, elles sont clairement massives, mais à court terme, elles n'ont visiblement aucun effet d'abord sur la détermination de Moscou à faire la guerre, sur le moral de la société russe, et visiblement, elles ont à court terme toujours peu d'impact sur son économie. Les exportations d'hydrocarbures ont été compensées en volume par l'augmentation des cours, et il y a un élément intéressant pour les économistes. On disait beaucoup que l'économie allait être grippée par l'explosion du taux du loyer de l'argent.
Ce loyer qui a grimpé jusqu'à plus de 20% au début des événements, c'est le taux directeur de la Banque centrale russe, si vous voulez, est redescendu à 10%. Donc c'est quand même une grosse redescente. Le rouble, évidemment, tient. Et l'inflation est quand même élevée à 17%, mais pour l'instant, même si les ventes de voitures individuelles se sont effondrées 80% en quelques mois, l'économie russe tient la route. Troisième élément que l'on peut souligner, c'est que ces sanctions, en revanche, désormais touchent durement leurs auteurs et surtout les sociétés des États dans lesquels qui les ont prises. Un espèce d'effet de boomerang, envolé de l'inflation en Europe, aux États-Unis, envolé des cours des matières premières, de l'énergie, pénurie d'approvisionnement. Depuis février, juste un indicateur, le prix de l'essence à la pompe a doublé aux États-Unis. Il est beaucoup moins cher que chez nous, mais chez ces consommateurs sensibles à tout ce qui est consommation, l'effet est très marquant. Enfin et surtout, et c'est là où je voulais en venir, et je vous remercie de m'avoir d'avoir été patient, enfin et surtout, ces réactions esquissent une recomposition des lignes et des camps géopolitiques dont l'Europe est assurément la spectatrice aujourd'hui et peut-être même déjà la perdante ou la victime, par certains côtés. On va se poser la question de savoir si c'est durable ou pas. Le camp occidental est-il unanime? Que rapporte la guerre d'Ukraine aux États-Unis? Assiste-t-on à la reconstitution d'un monde anti-américain? Que fait la Chine? La Chine est-elle un allié, comment dirais-je, honnête de la Russie? On voit que l'Inde également n'est pas alignée. En Afrique, les choses bougent. Et il y a des pays en Amérique du Sud, également, le front, enfin l'unanimisme américain est défaillant. Et enfin, il y a des pays qui sont intéressants à suivre par leur position spécifique, univoque. Je parle évidemment de la Turquie, je parle aussi d'Israël, je parle du Proche et du Moyen-Orient. La position du fameux MBS, le leader saoudien, est très intéressante à suivre. Voilà en quelques mots, et puis pour terminer, on va s'interroger bien sûr avec David Bavrez et avec Caroline sur les perspectives d'une dédollarisation en marche des échanges mondiaux. Le programme est vaste, ambitieux, les intervenants sont de qualité. Je vais essayer modestement de faire vivre ce débat et d'en tirer peut-être la substantifique moelle dans l'heure qui nous est impartie. David Bavrez, à vous l'honneur, vous êtes l'invité de Marc ce soir. Commençons par la Chine, David Bavrez. Comment lisez-vous le rapprochement russo-chinois, ce pacte entre le joueur d'échecs du Kremlin et le joueur de Go de la cité interdite de Pékin? Est-ce une alliance défensive pragmatique face aux États-Unis? Est-ce un pacte de dupes? Que pourrait-il donner? Et puis, question subsidiaire, la Chine est un partenaire costaud, fort, mais il présente aujourd'hui un certain nombre de failles, de défaillances. On dit que le moteur chinois est, si ce n'est à l'arrêt, du moins beaucoup ralenti. Comment percevez-vous ce rapprochement russo-chinois? À qui profite ce rapprochement? Ce qui me frappe depuis 3 semaines où je suis à Paris, c'est-à-dire une ambiance de paix. Quand je suis à Paris, je vis comme j'ai toujours vécu depuis un demi-siècle, je suis en paix. Quand je vis à Hong Kong, où j'étais encore il y a 3 semaines, je vis en guerre. Parce qu'il y a déjà, il est clair, une ambiance de guerre. Alors, ce n'est pas des kalachnikovs, mais une ambiance de guerre économique qui fait que tous les matins, quand je me lève et que j'ouvre les journaux, la question que je me pose, c'est quelle est l'attaque des États-Unis sur la Chine, et quelle est l'attaque de la Chine sur les États-Unis, sur le plan économique. Et tous les jours, j'ai des exemples. Et donc, je me retrouve dans une situation très bizarre parce que moi, je n'ai jamais connu la guerre. Et donc, quand j'ai écrit ce livre il y a un peu plus d'1 an, j'avais dit le pire qui pourrait arriver à l'Europe, c'est d'être yéménisé. C'est-à-dire que de même que l'Arabie saoudite et l'Iran se font la guerre, ils ne se font jamais la guerre chez eux, ils se font la guerre au Yémen. Et donc j'anticipais que si l'Europe ne s'organisait pas, la guerre entre la Chine et les États-Unis aurait lieu en Europe. Et le problème que j'ai aujourd'hui quand je vous vois tous réunis, c'est que
je fais l'hypothèse que, comme vous, soit que vous soyez russe ou que vous soyez français, eh ben vous êtes pour l'amitié franco-russe. Et malheureusement, quand je vous regarde, et je m'inclus, j'ai l'impression d'être au-dessus d'un vol au-dessus d'un nid de cocu. Parce que, en fait, cette guerre russo-ukrainienne, pour moi, elle est, encore je suis très impacté par le fait, très biaisé par le fait que j'habite Hong Kong, mais elle est naturellement sino-américaine. Et que nous, Français, Européens de l'Ouest, comme nous, Russes, eh ben en fait, on se fait avoir. Et on se fait avoir parce qu'on se fait piller. Alors, la Russie va se faire piller par la Chine parce que la Chine va obtenir ses hydrocarbures à un prix décoté. C'est ce qu'elle veut de manière à construire une base de coûts compétitive pour toute son industrie. Je ne crois pas du tout... Il y a une interview très intéressante du ministre des Finances allemand il y a 15 jours qui dit « Ce que l'Allemagne n'a pas compris, la plus grosse erreur qu'a fait l'Allemagne, c'est de croire à la bilatéralité, les relations bilatérales. » On a organisé des relations bilatérales avec la Russie sur le gaz, on a organisé des relations bilatérales avec les États-Unis sur la défense, et on a organisé des relations bilatérales avec la Chine sur l'outsourcing, le manufacturing. Et ça marche dans un monde où la confiance règne. Mais quand la confiance disparaît, être bilatéral est une énorme erreur. Et je ne crois donc plus, dans le monde où on est aujourd'hui, au business model du gazoduc que vous construisez, qui coûte des dizaines de milliards et au bout duquel vous n'avez qu'un client. Et si par hasard ce client est la Chine, et si par hasard son économie est 10 fois plus grosse que la vôtre... C'est alors le russe qui est le cocu? Eh bien, comment dire en anglais, I wish you good luck. Et on aura la réponse en 2028-2030. Ça, c'est pour le côté russe. Sur le côté européen... vous reviendrez à la Chine. Hein. On reviendra à la Chine. Sur le côté... C'était ma question. Voilà, mais vous savez, je suis comme Georges Marchais. Moi, c'est bien, j'avais bien compris. Je vais vous expliquer le contexte, ce que j'ai en tête. Du côté européen, l'an dernier, nous avons envoyé un chèque de 100 milliards pour avoir du pétrole et du gaz de la Russie. Aujourd'hui, nous avons 20 milliards par mois, donc 250 milliards, et nous allons envoyer à peu près le même, 200 à 300 milliards, aux États-Unis, à qui on va acheter du LNG, du GNL. Donc nous allons payer 500 milliards, ce que nous payons l'an dernier 100 milliards. Ça fait 400 milliards. Et donc nous avons un choc sur la consommation de l'ordre de 10%, juste pour mettre les choses en perspective. En 73-75, la crise qui a fait perdre à mes parents leur style de vie, le choc de PNB est de 3,5%. Donc le choc que nous avons aujourd'hui, il est 3 fois plus important pour enrichir les Américains. Et donc, quand je vois cette guerre, ça me rappelle un peu, je cite Kissinger dans mon livre, qui, à propos de la guerre Irak-Iran, disait « C'est quand même très dommage que les deux camps ne puissent pas perdre ». Et donc, comment je vois la Chine dans ce contexte ? On sait, David Bavrez, enfin, en tout cas, les experts qui connaissent bien la Russie disaient que la Russie, si elle allait vers la Chine, ce serait finalement un peu contre son gré. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qui me frappe aussi, c'est cette perspective différente quand vous êtes à Paris puis que vous en êtes en Chine. Quand je suis à Paris, on me dit, c'est évident que nous, Occident, est en train de la gagner, cette guerre. Parce que vous voyez, l'armée rouge, ils sont complètement nuls. On a déjà tué 25% de leur capacité. Et donc, c'est une question... Les Américains mettent 30 milliards par an. Donc, ils récupèrent 300 milliards de nous. Hein, donc, vous savez, ils font x10 sur notre dos. Donc, les 30 milliards, on va les avoir pendant longtemps, chaque année. Puisque vous faites x10. Quand vous êtes Américain, vous faites x10, vous n'arrêtez pas. Donc, en fait, quand je suis à Paris, on me dit, t'inquiète pas, tu sais, cette guerre est gagnée. Et puis, quand je suis en Chine... Ce que je comprends, c'est que cette guerre, c'est juste une bataille à l'intérieur d'une guerre contre l'Occident. C'est-à-dire que ce que la Chine souhaite, c'est reconstruire, et je finis par répondre à votre question, la Chine veut reconstruire une gouvernance mondiale qui ne soit plus celle de 1945, qui est totalement occidentale, occidentalisée. Aujourd'hui, nous sommes 700 millions d'Occidentaux, je mets Européens et Américains, et nous prétendons
diriger le monde. Donc c'est un peu, moi dans le business, c'est un peu comme, et nous sommes en gros 7 à 8 milliards sur la planète. Donc c'est un peu, dans mon jargon d'investisseur, c'est j'ai 10% du capital d'une société, mais j'ai 90% des droits de vote. Et ça, ben, on oublie quand on est à Paris qu'il y a 90% de la population mondiale qui n'en veut plus. Alors comment ça se traduit ? Ça se traduit par 3 axes sur lesquels, malgré tout ce que je vous ai dit, il y a une commonalité d'intérêt entre la Russie et la Chine, et c'est la raison pour laquelle la Russie est prête à faire cette alliance. Et ces trois dimensions, c'est d'abord la dimension politique, avec, on veut démocratiser le monde, en disant, ceux qui gagnent, ce sont les pouvoirs forts et les démocratures. Et ça, c'est toute la décennie 2010, où nos démocraties, ça ne marche plus, et au contraire, ce sont les pouvoirs forts qui montent. Et donc, si vous êtes quand vous êtes en Chine, on dit, vous avez vu la tête des États-Unis avec Trump, vous avez vu la tête du Royaume-Uni avec Boris Johnson, et vous voyez la France, Marine Le Pen à 45%, c'est avant qu'on impose l'inflation énergétique, qui va être délirante, puisque ça on maîtrise, et donc, si on a fait un peu d'histoire des années 30, on a gagné. Le temps travaille pour nous, on va gagner. C'est ce que me disent les Chinois. Deuxième élément, il est militaire, c'est l'OTAN. Donc on veut dé-otaniser le monde. Et là, l'argument chinois est très simple. Hein. Vous savez, ils disent aux pays latino-américains, aux Africains, et surtout à la mer de Chine, vous amenez les Américains dans une région, le Moyen-Orient, il y a la guerre, l'Europe, il y a la guerre, vous voyez, un peu des Russes et des Ukrainiens qui sont cousins qui se tirent dessus. Et donc, vous savez quoi? Là, on sent que les Américains veulent venir en mer de Chine. Si vous les laissez venir, ce sera la guerre. Et ils disent ça à tous les pays de la mer de Chine. Et la troisième dimension, et là, ils gagnent du terrain, hein, parce que vous regardez les votes à l'ONU sur vote ukrainien, a commencé par 30 abstentions, on en est à 60-70, et on gagne du terrain. Et puis la troisième dimension, elle est monétaire, c'est le dollar. Donc le système mondial et le dollar avec l'extraterritorialité du dollar. Et là, les Chinois disent on n'en veut pas. On n'en veut plus. Et quand l'an dernier, la directrice financière de Huawei, prisonnière au Canada, enfin je ne dis pas prisonnière, mais arrêtée en maison chez elle, a été libérée sans aucune condition, les Chinois disent c'est le premier crack du dollar. Nous avons fait un deal en dollars de Chine avec l'Iran, c'était interdit par les Américains, on a récupéré la directrice financière sans payer quoi que ce soit. En fait, on va réussir à dédollariser le monde. Et de la même manière, le président Poutine dit le pétrole, il faudra me le payer en haut. Donc vous voyez que, pardon, j'étais un peu long, mais juste pour vous dire que nous trouvons cette alliance, comme vous l'avez dit, on ne la comprend pas, on dit mais ça n'a rien, historiquement. Et que quand vous êtes en Chine, vous comprenez qu'il y a un agenda qui est. Donc c'est pas une bataille, hein, mais c'est une guerre. Et cette guerre, quand je dis guerre, c'est parce que je suis occidental. Si je suis chinois, je dis recomposition de l'ordre mondial, puisque vous avez 10% et 90% du capital et 90% des droits de vote, donc c'est pas normal. Donc vous voyez que, en fait, il faut vivre dans 2 endroits. Moi, je vous donne juste un conseil, vivez dans 2 endroits aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que si vous êtes dans 2 continents que vous pouvez comprendre le monde, parce que les vues sont complètement différentes. Je vous avais dit que ça allait être un débat compliqué. Vous avez ouvert, merci David Bavrez, vous avez ouvert plein de tiroirs de ces sujets géopolitiques. Alors, il y a évidemment plusieurs façons de rebondir. J'avais prévu de vous faire parler de la Turquie, mais je vais éviter pour l'instant. On va peut-être rebondir voilà, sur la dédollarisation. Alors, vous vivez dans 2 endroits à la fois, Caroline ? J'essaie de vivre de la façon la plus connectée au réel, mais en même temps, bien sûr, j'ai des illusions, des espérances, pas que des désespoirs. Alors, pour revenir au cœur du sujet, la dédollarisation, je dirais, c'est un peu un rêve de certains. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut survenir, qui peut arriver, malgré finalement les Américains? Oui, moi je pense qu'on est sur une longue... Y croyez-vous? Oui, je pense qu'il va y avoir un moment où on ne va plus pouvoir nier l'évidence. Et
David l'a exprimé extrêmement brillamment. Il y a un certain nombre de processus lourds que nous ne voulons pas voir. Nous sommes dans un déni. Quand je dis nous, je parle du pôle occidental, bien sûr des États-Unis, mais de nous aussi, qui suivons d'une manière ou d'une autre, contraints ou forcés, et de plus en plus consentants, à vrai dire, ce qui est effrayant, parce que notre sort ne sera pas celui de l'Amérique dans cet affrontement de tête sino-américain, et que nous sommes vraiment encore plus, nous sommes effectivement un Yémen en constitution, c'est assez inquiétant. Donc ce processus de bascule du monde, il est en cours, il ne date pas de la guerre en Ukraine d'ailleurs, il est déjà perceptible depuis, je dirais, je sais pas, 10-15 ans déjà. Quels sont les 2 ou 3 signes forts de ce basculement qui ne datent pas de la guerre d'Ukraine, mais qui ont été accélérés par cette guerre, ou qui vont être accélérés, s'il y a 1 ou 2 points majeurs? Je pense que déjà, tout le projet que l'on a regardé avec beaucoup d'ironie et voire un peu de condescendance pendant longtemps des routes de la soie, du point de vue européen, malgré tout, ce maillage est en train de se faire, de se constituer. Bien sûr, il y a des aléas, il y a des vicissitudes, il y a des coups d'arrêt, il y a des hauts et des bas. Mais enfin, c'est une extraordinaire projection de puissance et d'influence dans tous les domaines, depuis la Chine vers nous. Bon, en fait, le problème, c'est que l'Occident n'arrive pas à sortir de la doctrine Wolfowitz. Donc, on n'arrive pas à sortir de cette idée que, il y a un pôle occidental que l'on peut parer de toutes les vertus, soit on y croit, soit on n'y croit pas, mais en tout cas on s'en sert, et on considère qu'il a vocation à irriguer la planète entière, et donc que l'hégémonie est non seulement une évidence, mais qu'elle est souhaitable, qu'elle se confond avec le progrès, elle doit convaincre le monde entier, et donc la domination est une bonne chose. Or, c'est un fantasme. Alors, ça a été possible bien sûr avec une Russie qui s'était effondrée, ça a été possible tant que la Chine n'apparaissait pas véritablement émergente et émergée. Donc tant qu'on pouvait en parler comme d'un grand ensemble qui sortait dans des remugles d'une phase de sous-développement. Bon, mais là, on n'est plus du tout là. Donc l'autre monde, il est déjà là. Simplement, nous ne voulons pas le voir. Et nous sommes dans un déni terrifiant. Alors, il y a quand même quelques éléments factuels. Par exemple, on va en prendre un seul et puis on rentre dans le débat de manière complètement désordonnée. Mais c'est pas grave. C'est le désordre du monde et le rythme du désordre qui a été accéléré par Vladimir Poutine. Donc, il faut s'en prendre à lui. C'est ça. Il y a un point intéressant, c'est le voyage qu'a fait le président Macky Sall, sénégalais, comme président de l'Union européenne à Moscou il y a une dizaine de jours à propos des problématiques de blé. Macky Sall, au nom de l'Afrique, est allé parler avec Vladimir Poutine, Caroline Galacteros et puis David Bavrez, si vous voulez dire un mot sur qu'est-ce que vous voyez de ce geste, de ce voyage, qui est quand même à la fois symbolique et très, très illustratif du basculement de ce monde. Les interlocuteurs légitimes pour beaucoup d'États ne sont plus les mêmes. Et effectivement, comme l'a évoqué David tout à l'heure, les règles du système international, notamment financier, monétaire, les institutions de Bretton Woods, tout ça est là, tout ça prétend encore s'occuper de tout, alors qu'en fait, ça n'est plus adapté à la réalité des rapports de puissance et de la réémergence d'un certain nombre de puissances. La Russie est l'une d'entre elles, mais vous avez la Turquie, mais vous avez bien sûr la Chine en majesté, voilà, et vous avez bientôt l'Inde, voilà. Donc il y a une inadaptation, et en fait, donc ce que fait Macky Sall, il prend en compte un état de fait. C'est-à-dire que pour son sujet à lui, pour lui, et d'une certaine façon pour une partie de l'Afrique, oui, la Russie est un interlocuteur sérieux, légitime, et qu'on ne peut pas négliger au nom d'idéologie ou d'une guerre en cours
ou de quoi que ce soit. On sait également que l'Afrique est de plus en plus liée avec la Chine. David Bavrez, Caroline Galacteros a évoqué ces fameuses routes de la soie qui sont ces réseaux qui permettent à la Chine de nourrir sa population, son moteur industriel, ses besoins en matières premières. Comment aujourd'hui les relations Chine-Afrique évoluent-elles à l'aune de ce conflit? Est-ce qu'il y a aussi là des choses à dire sur le réel? Alors c'est marrant, les routes de la soie, ça fait sans doute 3 ans que je n'entends plus parler en Chine. Et par contre, quand j'en parlais il y a 10 ans à Paris, ça, personne ne voulait en entendre parler. Les Chinois ont mis, on ne sait pas, il y a eu une totale opacité, mais on pense qu'ils ont mis 700 à 800 milliards et qu'ils ont perdu à peu près 300 milliards. Donc vous avez toute la liste, Angola, Nigeria, RDC, Venezuela, ils se sont fait plumer pour 30 à 40%. Pakistan, ils sont arrêtés à 20 milliards alors qu'ils devaient en mettre 60. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le boulot, si vous voulez. Il faut arrêter de... Est-ce que vous pouvez être, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait le même niveau de connaissance que vous, est-ce que vous pouvez être un peu plus... développer un peu ce point-là? Les Chinois n'ont pas réussi ce plan consistant... Ils ont réussi à investir entre eux, et c'est pour ça que vous n'avez aucun chiffre. Parce que vous savez, quand vous n'avez aucun chiffre dans la vie, c'est soit qu'ils sont fantastiques, soit qu'ils sont désastreux. Donc là, je crois que c'est plutôt qu'ils sont désastreux. Une grande partie de l'équipe qui était en charge a été mise de côté, parce que justement, je vous répète les chiffres, on estime, en fonction de ce que vous lisez, c'est entre 700 et 800 milliards de dollars qui ont été investis depuis 2013. Aujourd'hui, les investissements annuels sont en baisse de 75%. Hein, donc la Chine a besoin de cet argent pour développer son propre pays. Donc ça fait partie du déni. Si vous voulez, l'origine du déni, c'est qu'on ne travaille pas. Et donc le problème qu'on a, c'est que si on veut réinventer l'ordre mondial, bon, ben, soit on dit effectivement, on est occidental, on ne discute même pas, et c'est comme ça qu'on crée. Donc on dit on est le clan des démocraties. Vous savez, c'est les Américains. Il y a l'axe du mal. Et alors l'axe du mal, ben, c'est très simple. On met tous les autres. Donc on met Chine, Russie, Turquie, Iran. Et donc on allie nos ennemis. Donc enfin, vous lisez l'art de la guerre, le premier truc que vous faites, vous essayez de diviser. Si vous avez des ennemis, vous essayez de les diviser. Mais vous ne faites pas en sorte de mettre ensemble des potentiels ennemis qui autrement n'auraient rien à voir entre eux. Donc ça, c'est le premier truc. Donc première stratégie, je l'écarte. La seconde, c'est que vous dites, l'inconvénient quand même qu'on a un peu avec les Chinois, c'est qu'ils nous disent qu'ils n'aiment pas notre ordre mondial, mais par contre, en matière de propositions pour en construire un nouveau, là, il n'y a pas grand-chose. Et donc, là où il faut qu'on travaille, c'est qu'on dise, comme je dis, il y a 3 axes principaux. Et donc, il faut qu'on dise, sur le plan politique, vous savez quoi, la démocratie, désolé, mais là, on ne va jamais être d'accord. Alors, pour que nous, on soit crédibles, il faut qu'on ait quand même un peu plus que 50% de taux de participation à des législatives, que le président ait un peu plus que 25% des voix, et qu'un peu plus de 1/3 des Français puissent nommer leur député local. Mais si on travaille, on peut être crédible en disant la démocratie, Churchill, moins pire des régimes. Et les Africains n'en veulent pas non plus. Ils ne veulent pas de la nôtre, parce qu'ils voient ce que ça donne. Mais c'est pour ça que si on se remet à travailler, si on se remet peut-être un espoir. Entre-temps, il est difficile de leur donner des leçons sur oui, vous devez tout. Vous savez, il n'y a pas un Chinois qui me dit j'aimerais aller en France pour étudier ta démocratie pour savoir à quel point c'est bien. Non, ils sont là à dire 2049, nous serons numéro 1 mondial parce qu'on a des gens qui gèrent. C'est pas le quoi qu'il en coûte, mais c'est quoi qu'il vous en coûte. C'est-à-dire que Xi dit à sa population, désolé, moi j'ai de 2020 à 2035, c'est Chine moderne. Hein, on va se restructurer, ça va être très pénible, mais 2035 à 2049, c'est Chine prospère. Et 2049, numéro 1 mondial devant les États-Unis. Et là, vous pouvez faire des sacrifices. Donc ça, c'est la première chose. Si on veut être crédible dans ce nouvel ordre mondial, nous, avoir un impact, on rend la démocratie à nouveau crédible. Le second point, l'OTAN. Moi, je ne comprends pas bien. Dans ce pays, on encense le général de Gaulle. Il n'y a pas un homme politique qui ne s'y réfère pas. Et par contre, on a l'air de trouver que l'OTAN est absolument génial. Au moins, posons la question. Et puis, le troisième point sur le dollar. Écoutez, vous avez parlé à la BNP qui a quand même été obligée de régler un chèque de 8 milliards. Toutes les banques françaises, toutes les sociétés ont été obligées de partir d'Iran à quand vous voulez rester. Donc,
il me semble que créer une alternative, et alors quand vous dites mais qu'est-ce qu'on a fait sur la dédollarisation, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 10 ans, 1 euro ça valait 10 RMB. Aujourd'hui ça en vaut 7. Donc les Chinois ont fait 30% sur notre dos en 10 ans. Est-ce que quelqu'un a attaqué M. Macron pour ça? Non, absolument pas. Donc un Chinois vient ici, les Champs-Élysées c'est 30% moins cher qu'il y a 10 ans. Moi quand je suis né, un franc français égale 1 franc suisse. Aujourd'hui, 1 franc suisse égale 1 euro. Les Suisses ont fait 6 fois la mise sur mon dos. C'est 3-4% par an pendant 50 ans. Et c'est 3-4% de perte de productivité relative par rapport à des Suisses qui travaillent. Donc, je disais, j'ai un ami hier qui me disait, ce serait peut-être pas mal de mettre la fin aux 30 glandeuses. Alors, et là, si vous voulez, on peut parler pour reconstituer l'ordre mondial. Parce qu'on peut dire aux Chinois, effectivement, on a communalité d'intérêt. Donc, vous savez, vous me demandez des choses concrètes. La chose concrète sur laquelle les Chinois travaillent, qui sera le tsunami, c'est MBS vend son pétrole contre des RMB. Alors, Mohamed Ben Salman, qui est le patron de l'Arabie Saoudite. Ouais. Exactement. Et ça, si ça se passe... C'est intéressant d'ailleurs, parce que ça se passe, c'est le tremblement de terre qui vous dit que le monde change. Et les Chinois, ils travaillent beaucoup, et MBS, il est entre les deux. Donc c'est pour ça que Biden, il va dans 15 jours pour dire... S'il y va, finalement, parce que ça fait plusieurs fois qu'il tente d'y aller, ça fait plusieurs fois que ça ne se fait pas. S'il tient debout et qu'il est en forme... Voilà. Bon, mais j'ai cru comprendre qu'il allait d'abord passer par Israël avant d'aller à Riyad. Alors, prenons l'OTAN par exemple. Est-ce que Caroline Galacteros aujourd'hui, les Européens disent aujourd'hui, vous voyez, Poutine il est fort, il était contre l'OTAN, il a réussi à redonner un encéphalogramme actif à une organisation dont Emmanuel Macron disait que son encéphalogramme était plat il y a 2 ans. Donc c'est une belle victoire, disent-ils ironiquement. Qu'en est-il réellement derrière cette façade d'unanimisme, d'unanimité dans l'OTAN? Est-ce que les choses sont si unanimes que ça? Quelle est la réalité? L'OTAN n'a jamais été en état de mort cérébrale, à part dans l'esprit embrumé de notre président, je suis désolé de le dire. Je pense que la France est en état de mort cérébrale stratégique, ça c'est un vrai sujet, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. L'OTAN se porte très bien. L'OTAN se porte très bien. Et en fait, l'OTAN se porte très très bien depuis la fin de la guerre froide. Depuis sa phase de reprise en main, des phases d'élargissement qui n'ont jamais cessé, l'instrumentalisation de la structure otanienne sous domination américaine évidente, reconnue, admise, espérée même. Donc cette reprise, l'OTAN, c'est 2 choses. C'est une agence pour acheter des armements américains. Et ça fonctionne plutôt bien depuis quelques mois. Ça fonctionne à fond. Et maintenant, l'Allemagne vient quand même, avec cette hausse de 100 milliards de dollars, de faire sa réémergence stratégique en Europe. Donc, fin du couple franco-allemand. Il faut quand même qu'on se rende compte de 2-3 petits trucs, quoi. Donc, l'Allemagne, maintenant, est le pion américain clair, net, dans l'Alliance Atlantique et en Europe. Voilà, et contre la France, bien sûr, enfin à notre détriment, ça se voit en ce moment même à Eurosatory, avec le dernier char allemand, avec les problèmes du projet. Avec la bouche du coche polonaise aussi. Voilà, avec ça, oui, bien sûr, avec l'avenir, enfin les 5 ans perdus sur un prétendu programme franco-allemand d'avions de combat de 6e génération, enfin. Voilà. Donc là, et également, passer par pertes et profits, le programme du futur char de combat franco-allemand, c'est pareil, il a explosé en vol. Ils viennent d'en sortir un vachement bien, en fait. Donc nous, on a juste perdu 5 ans à discuter. Bon. Mais ça, c'est les problèmes franco-allemands dont on peut parler. L'OTAN, elle va très bien, merci. Et le document OTAN 2030... quand même, c'est une chose qu'on ne veut pas voir, mais cible la Chine et la Russie comme des ennemis systémiques de l'Alliance. Donc, à partir du moment où les Européens
trouvent normal de rentrer dans le rang et de faire ce qu'on leur dit, ce qu'on leur demande de faire à Washington, on est mort. Ça ne sert à rien de parler d'autonomie stratégique européenne, c'est fini. C'est terminé. Il y a quand même un caillou dans la chaussure otanienne. C'est la Turquie. Ce caillou s'appelle Erdogan. C'est pas un caillou. Alors attendez, comment vous lisez aujourd'hui le jeu turc? On a parlé tout à l'heure de bilatéralisme à propos des relations internationales germano-russes. Aujourd'hui, la Turquie, elle n'est pas bilatérale, elle est multilatérale. La Turquie, d'abord, ça va peut-être choquer certaines personnes ici, mais moi je trouve que Recep Tayyip Erdogan est un homme extrêmement roué, doué et talentueux. Encore une fois, le réflexe géopolitique, du géopoliticien un peu sérieux étant toujours de se mettre à la place de l'autre, du point de vue turc, on peut dire qu'il joue admirablement de son positionnement en tant que pays pivot. Il est la puissance majeure militaire du flanc sud de l'Alliance, donc il est absolument indispensable aux États-Unis. Donc il peut faire à peu près tout ce qu'il veut. De toute façon, les États-Unis ne peuvent rien lui dire. Ne serait-ce que contre la Russie. Voilà. Et il est en même temps, aux yeux de la Russie et aux yeux d'un certain nombre d'autres États, un atout considérable. Et il en joue dans tous les domaines et sur tous les théâtres. Que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Méditerranée orientale, que ce soit en Europe. Voilà, nous avons tous les jours, nous avons un Erdogan qui fait un truc intelligent, que ce soit en termes de... Il joue l'équilibre, il joue la puissance pivot, ce que la France, à mon avis, aurait été bien inspirée de faire, notamment à propos de cette guerre. Donc, parce que nous avons gâché notre atout résiduel, enfin notre valeur ajoutée stratégique, là, en s'alignant comme ça, bêtement. Croyez-vous qu'Erdogan va pousser son avantage au Kurdistan syrien, puisqu'il a l'air de menacer? Comment voyez-vous la situation? Un point sur... Alors, attendez, juste avant que vous répondiez. Ouais. Un point sur cette région du monde, elle aussi impactée par la guerre en Ukraine. On a aujourd'hui des preuves que les armes occidentales qui ont été fournies en Ukraine se retrouvent dans la région d'Idlib, aux mains donc des milices islamistes alliées d'Erdogan, cette poche dans laquelle reste encore une verrue islamiste au nord-ouest de la Syrie. Oui, mais ça renvoie à pourquoi a-t-on fait ce qu'on a fait en Syrie, pourquoi a-t-on fait ce qu'on a fait en Libye, pourquoi a-t-on fait ce qu'on a fait en Irak, pourquoi a-t-on cherché à fragmenter ce Moyen-Orient, en tout cas les parties de ce Moyen-Orient qui étaient précisément les plus riches, les plus laïques, les plus diverses et les plus solides finalement, et les plus résistantes, voire récalcitrantes. Voilà, en fait, c'est le même théâtre global de l'affrontement. Et l'Amérique en joue. Alors, il y a eu récemment des entretiens, je crois, entre le président russe et le président turc, qui se sont peut-être interrompus, puisque la Turquie envisageait une offensive. Enfin, on entendait de nouveau parler, il y avait un certain nombre de bruits, qui manifestement, pour l'instant, ne se... Voilà. Mais néanmoins, le théâtre syrien est toujours un théâtre qu'il est intéressant, aussi bien d'ailleurs pour la Russie que pour les États-Unis, que pour la Turquie, que pour l'Iran, de faire rejaillir... c'est toujours la même chose. Ce qu'on discute à propos de l'Ukraine, notre petit Yémen à nous, hein, parce que l'Europe est un Yémen, mais l'Ukraine aussi, la pauvre, est victime. Elle est, à mon avis, tout aussi victime des États-Unis et de leur volonté que de la Russie de manière concrète et tragique. Donc nous sommes là sur un théâtre global en fait d'affrontements, parfois à front renversé, parfois par proxy, même souvent et de plus en plus souvent, mais c'est nous aujourd'hui les proxys. C'est nous. Relisez Brzezinski, Le Grand Échiquier, il dit le plus grand danger pour les États-Unis au XXIe siècle, c'est l'Eurasie, c'est l'Europe de l'Ouest qui se met avec la Russie. C'est les idées plus l'énergie. Et ils battront les US. Donc
On est quoi? On est 30 ans plus tard, et effectivement, on s'aperçoit que le grand gagnant de tout ça, de manière ultime, ce seront les États-Unis, parce que... j'en sais rien. Alors, ouvrons ce chapitre si vous voulez bien. Merci de m'avoir passé la balle au bon. Parlons des États-Unis, puis on reviendra plus tard sur le Moyen-Orient. Il y a encore plein de sujets à voir. David Bavrez, il y a, pour résumer encore de manière journalistique, 2 thèses qui s'affrontent aujourd'hui. La première, c'est celle, je crois, que vous défendez, ou vous nous direz, c'est-à-dire que les États-Unis empochent la monnaie. Ils empochent la monnaie dans l'industrie de défense, ils empochent la monnaie dans l'industrie pétrolière, ils vont même empocher sans doute la monnaie dans tout ce qui est la souveraineté des données, etc., puisque le camp occidental est bloqué pour travailler avec à l'est de l'Oural. C'est la première thèse. Donc un renfort de la suprématie économique et militaire géopolitique américaine. Deuxième thèse qu'on voit apparaître aujourd'hui, les États-Unis, eux aussi, sont victimes de l'effet boomerang. L'économie marque le pas, l'inflation augmente. Le patron de la banque JP Morgan a dit cette semaine qu'il fallait s'attendre dans les mois qui viennent à un ouragan sur l'économie. Certains disent aujourd'hui que... certains relatent aujourd'hui un affrontement qui aurait eu lieu entre le président américain et les grands patrons de l'industrie pétrolière américaine, qui effectivement trouvent que l'augmentation du prix des carburants incessante en flèche est un vrai problème pour eux, pour l'économie américaine et pour les consommateurs. Quel est votre sentiment, David Bavrez? Moi, je crois que la dernière décennie, 2010, a été la décennie des démocratures, puisque ce sont Chine, Russie, Turquie et Iran qui se sont développés et qui ont dit à l'Occident de continuer à décliner. Et je pense que, mais c'est encore un point d'interrogation, que cette décennie 2020 sera celle des États-Unis. De manière un peu paradoxale, et pour une raison très simple, parce que des choses très compliquées, c'est toujours très simple, c'est qu'ils ont les logiciels, les softwares, et ils ont l'énergie. Et que jusqu'à... Ils sont net exportateurs de pétrole et de gaz. Et ce qui a changé, et là la bascule, elle se fait durant l'été 2021, c'est que si on s'était rencontrés avant 2021, je vous aurais dit la première partie, le logiciel, je vous aurais dit que la Chine pouvait concurrencer. Et là, compte tenu de ce que le président Xi a fait pour garder le contrôle, donc juste un petit aparté sur la Chine pour que... très rapidement, la Chine est à un stade de développement de 12 000 $ de PNB par tête, et donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon d'économiste le piège du revenu intermédiaire. C'est-à-dire que vous êtes obligé de... Vous arrivez à peu près 10 000 US quand vous faites du manufacturing, et que si vous voulez que les salaires augmentent, il faut que vous ayez plus de valeur ajoutée, donc vous passez à une économie de services. Et c'est ce qui s'est passé avec le problème avec le Covid en 2020, c'est que tous les services ont été digitaux, qu'on a vu des sociétés chinoises croître de manière très très rapide et qu'on avait des projections. En 2025, elles gagnaient plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc c'était des GAFA. Et des GAFA chinoises. Et ça, pour le président Xi, c'était inadmissible. Parce qu'en plus, elles appartenaient à des fonds d'investissement shanghaïens qui étaient ses ennemis politiques. Donc il a dit, je prends le risque de freiner considérablement mon économie. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'économie est complètement à l'arrêt. Et j'adopte en fait le modèle allemand de développement. Vous savez que l'Allemagne n'est pas très bonne en service. En revanche, l'Allemagne est très bonne en industrie à forte valeur ajoutée exportatrice, typiquement les voitures. Et c'est le pari que fait Xi Jinping. Et la raison pour laquelle il fait ce pari, c'est que ça vous ramène des devises, ça crédibilise votre monnaie, et ça... Vous savez, vous souvenez mes 3 objectifs. Le troisième, la dédollarisation. C'est comme ça que je vais la réaliser. Et donc, l'avantage des États-Unis, c'est que du point de vue des logiciels, des sociétés comme Alibaba, Tencent, dont on s'attendait à ce qu'elles soient de grands champions dans la décennie qui viennent, en fait, aujourd'hui, sont bridées et vont croître. Exactement. Et financièrement, parce qu'elles ont des amendes tous les jours pour renflouer les caisses de l'État. Donc, je pense que, et ce que je vous dis, c'est du point de vue économique et financier. Maintenant, du point de vue sociétal,
Je pense que les États-Unis vont continuer d'aller entre notre jargon, les anywhere et somewhere, c'est-à-dire ceux qui profitent, en gros 50% qui profitent de la mondialisation, et puis 50% qui sont complètement largués, donc des tensions sociales extrêmement fortes et ethniques, puisque naturellement les latino-américains et les africains vont être, enfin africano-américains, vont être les victimes de cette évolution. Donc pour résumer, vous professez le retour de la le renforcement, la consolidation de la superpuissance américaine sur le plan international et géopolitique, avec une aggravation des failles sociétales et américaines. Caroline Galacteros, comment voyez-vous la boule de cristal américaine? Alors, non, mais j'entends le raisonnement de David qui est extrêmement argumenté. Moi, je serais moins certaine du vainqueur ultime, parce que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer... Alors, il ne faut pas sous-estimer les facteurs, j'allais dire, politiques, profonds et même psychologiques. Et il ne faut pas sous-estimer la capacité de résistance, de résilience, comment dirais-je, de contre-offensive d'un certain nombre de pays qui quand même représentent les 3/4 du monde et qui ne sont plus d'accord pour s'en laisser compter. Alors c'est vrai, il y a la puissance des logiciels, c'est vrai, il y a encore la puissance financière, c'est vrai, il y a l'extraterritorialité, c'est vrai, il y a la faiblesse européenne insigne, l'esprit de renoncement complet, et désormais l'abandon consenti à la faveur ou malheureusement à l'occasion du conflit ukrainien, l'abandon consenti finalement du dernier allié possible de fond qu'aurait été la Russie pour l'Europe. Et précisément, c'est tout le cauchemar géopolitique américain, c'est ça. C'est de voir l'Europe et la Russie, et l'Allemagne et la Russie, alors n'en parlons pas, c'est pire que tout, se lier et rester liés. Donc, évidemment, tant qu'on est aussi faible, tant qu'on est aussi consentant, tant qu'on est aussi servile, tant qu'on trouve que finalement, voilà, comme dans la fable du loup et du chien, il vaut mieux être le chien avec une laisse et une bonne gamelle qu'un loup qui erre en liberté, qui prend des risques et qui ne mange pas tous les jours à sa faim. Eh bien, on peut se dire que l'Amérique a encore une chance de tenir le manche et de le conserver. Mais je pense que, si vous voulez, la survie globale, si on pense un peu collectif, elle est quand même dans une forme d'équilibre. On ne peut pas éternellement nier les 3/4 de la planète. On ne peut pas. Ou alors, on s'expose à tout un tas de problèmes, aux marges et parfois au centre de son propre édifice impérial. Est-ce que l'attitude du Mexique lors du dernier sommet latino-américain organisé par les États-Unis, c'est-à-dire le boycott de ce sommet pour un pays qui est frontalier des États-Unis, qui est comment dirais-je, une des usines américaines, est-ce que c'est un signe qui penche de ce côté-là, justement? Un mot peut-être sur le... Et il y a d'autres pays qui sont plus discrets, mais qui n'en pensent pas moins. Je pense en particulier au Brésil, grande puissance agricole, qui envoie des signaux aux Européens en leur disant « mais vous êtes fous ». Oui, mais bien sûr. Mais nous sommes comme une espèce... c'est pas le village gaulois, nous sommes une espèce de... C'est très très étonnant géopolitiquement, si vous voulez. C'est comme une sorte de trou noir. L'Europe est une sorte de trou noir géostratégique qui se refuse à exister, en fait. Et qui s'imagine que sa survie et son développement sont dans la dépendance. Voilà. Et elle n'a pas compris que tout autour, quand même, les empires sont là. Alors, à propos d'empire, on passe de l'Ouest, j'y reviens à l'Asie, David Bavrez. Un autre empire ou un autre sous-continent est intéressant à suivre, c'est l'Inde, proche de la Chine, concurrent de la Chine, qui a une position intéressante dans cette recomposition géopolitique.
Alors, sur le plan économique, je vais un peu vous décevoir. La société Apple vient d'annoncer qu'elle était, comme elle faisait 90%, elle fabrique 90% de tous ces appareils en Chine, et elle a dit il faut quand même qu'on développe ce qu'on appelle la stratégie Chine plus 1, c'est-à-dire trouver une alternative à la Chine. Et donc, elle a fait une grande campagne, une grande annonce il y a 10 jours, en disant nous allons doubler notre présence en Inde. Donc, ça leur permet de passer de 3,5% à 7%. Donc ça permet de mettre les choses en... Si vous voulez, le PNB par tête de l'Inde, c'est moins de $2000. La Chine, je vous ai dit que c'est 12 000. Donc vous n'irez jamais en Inde pour faire ce que vous faites en Chine. Ça ne marche pas. Ce à quoi je crois, par contre, et ça va au-delà de l'Inde, c'est que nous devons, je vous ai dit que le bilatéralisme ne marchait plus. Donc ça s'applique au niveau des États, mais ça s'applique également au niveau des entreprises. Et donc, le problème que nous avons, et je passe mon temps à voir des présidents de groupes pour essayer de leur comprendre, le monde, pour nous, dans les affaires, le monde s'inverse complètement. Parce que, comme je vous ai dit, on rentre, à mon sens, dans une économie de guerre. Et la différence entre une économie de paix et une économie de guerre, c'est quoi? C'est que moi qui vis en économie de paix depuis que je suis né, l'économie, elle est dirigée par une demande, il y a des consommateurs et j'essaie d'identifier les consommateurs et de faire les produits qu'ils veulent. L'économie de guerre, vous ignorez la demande. Elle est déterminée par l'offre. Ma grand-mère, entre 40 et 45, elle allait chez Beurre et Fromage et elle ne disait pas est-ce que je peux avoir du Roquefort ou du Camembert. La fromagère disait il n'y a que de la tome de Savoie, c'est pas très bon, mais de toute façon, il n'y a que ça. Et c'est ça l'économie de guerre. Une économie de guerre dans laquelle les Russes sont plutôt bons, entre parenthèses. Alors, parce que eux, ils ont réussi. Attendez, eux, ils ont réussi à proposer des œufs, du camembert, du fromage. Et du caviar en plus. Et du caviar aussi. Non, je vais vous dire, je suis désolé, mais la Russie, c'est 1% du PNB. Donc vous voyez que sur le plan économique, ça n'a pas gêné énormément. Il y a beaucoup de sociétés européennes qui sont au moins directement peu impactées. La Chine, c'est un tiers. Vous ne parlez pas de Renault quand même. Hein. Non, il y a bien sûr comme d'habitude, on est toujours numéro 1. Ouais, le français, on est toujours numéro 1 à quelque chose. Donc, vous avez un tiers des exportateurs mondiaux qui ont au moins un tiers de leur supply chain, donc je ne sais même plus comment on dit, leur chaîne logistique qui passe par la Chine. Et donc, la grande différence, c'est que quand je dis que les États-Unis vont gagner, ça fait 20 ans que les États-Unis développent un business qu'on appelle fabless, c'est-à-dire que je ne fais plus d'usine, parce que toute l'intelligence, elle est dans le logiciel. Et quand vous achetez un iPhone comme moi, $1000, il n'y a que 7% qui vont en Chine, alors que c'est la Chine qui fait tout le travail de le fabriquer. Les 93%, ils vont aux États-Unis. Et ça, quand vous rentrez en économie de guerre, eh ben, tout s'inverse. Alors, je vais donner un exemple concret. Le président de Mercedes a annoncé il y a 10 jours, j'arrête les classes A et les classes B. Vous savez, les petites voitures. Parce que je n'ai pas assez de semi-conducteurs. Le président de Volkswagen a dit, moi, je ne ferai plus de Polo, je vais commencer par faire des Audi et des Porsche. Et si j'ai des semi-conducteurs de rab, je ferai des Polos pour le bas peuple. Ça s'appelle Volkswagen, la voiture du peuple. Donc, vous voyez, et ça, vous l'avez partout. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, vous avez 25% des sociétés qui n'arrivent pas à trouver le personnel qu'elles voudraient embaucher pour produire. Et donc, quand vous me dites que la Russie va être la grande gagnante, non, ça va être la Chine. J'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est la Chine qui va être la grande gagnante parce que vous voyez bien que le rapport de force, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore tomber dans le piège du bilatéralisme, ce rapport de force, si vous n'y prenez pas garde, vous voyez bien que les chaînes de valeur, quand on passe d'une économie de paix à une économie de guerre, les chaînes de valeur, elles bougent. Et que si vous n'êtes pas du bon côté, dans la négociation, vous allez vous faire avoir. Je pense que ces ajouts ont tempéré, voilà, on est d'accord. Effectivement, on est maintenant, pour des raisons en fait de lutte, de puissance et d'influence, on est effectivement en train de passer globalement à une économie de guerre. Souvenez-vous des masques.
Souvenez des masques. En mars 2020, les Chinois nous ont vendu des masques à $1 alors qu'ils étaient vendus à 1 centime 3 mois avant. Mais Macron l'a déclaré hier ou avant-hier sur le tarmac d'un aéroport français. Nous sommes en économie de guerre. Il l'a dit. Il l'a dit il y a 2 jours à Orly. Alors, c'est passionnant. Encore une fois, on passe un peu du coq à l'âne, mais tous ces sujets sont forcément liés les uns avec les autres. L'économie avec la politique et vice-versa. Il y a peut-être un petit pays dont on n'a pas parlé qui est intéressant aussi à regarder. C'est ce que fait Israël qui est d'un côté lié aux États-Unis, qui finance, qui assure son outil d'indépendance militaire, et de l'autre qui doit tenir compte de la Russie, qui est présente en Syrie et qui fait le tampon en quelque sorte avec les Iraniens qui sont qui déploient une politique dans la région. Caroline, Israël est sur une ligne de crête. Elle était très très prudente au début, elle est un petit peu moins aujourd'hui, un peu plus ouverte à ce que disent les États-Unis. Qu'en est-il? Comment vous voyez y a-t-il un repositionnement géopolitique ou le positionnement d'Israël est-il en soi une indication de ce repositionnement, de ce changement géopolitique? Alors, pour moi, ce qui a été très intéressant, mais dans les dernières années, avant le conflit actuel, c'est le fait que soit devenu public, visible et assumé le lien fort entre Israël et l'Arabie Saoudite. Ça, c'est quelque chose que tout le monde n'avait pas tout à fait en tête. Hein. Voilà, ça peut paraître un peu quand même étonnant. Donc, ça a des conséquences, bien sûr, sur tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Après, vis-à-vis de la Russie, il y a depuis des années, depuis au moins 2015-2016, des contacts très réguliers, à la fois avec les Saoudiens et avec les Israéliens. Et je pense que la Russie joue très bien, notamment par son lien aussi avec l'Iran et par la force de leur alliance tactique sur le théâtre syrien, vis-à-vis d'Israël quand elle en a besoin, contre les États-Unis ou en équilibre. Mais Israël est aussi une petite puissance pivot, si j'ose dire. Elle joue aussi de ses atouts et de son utilité, à la fois bien sûr pour les États-Unis dans la zone, parce que c'est pas seulement la sécurité d'Israël qui est garantie par les États-Unis. Les États-Unis ont intérêt aussi à avoir Israël là, et s'en servent abondamment. Et puis d'un autre côté, le fait aussi de tenir, parce que les Israéliens, c'est comme lors des conflits balkaniques, dans les années 90, là aussi, il y avait toute une rhétorique, Milosevic égale Hitler, etc., etc. Mais tout ce qui était les institutions nationales, étatiques israéliennes, étaient, elles, tout à fait en convergence avec le pouvoir serbe, notamment, et avec la nécessité de préserver l'unité nationale yougoslave. Donc là, c'est la même chose. Les Israéliens sont éminemment pragmatiques. Ouais. Donc on peut dire qu'Israël tire bien son épingle du jeu, aussi d'ailleurs en Méditerranée orientale, avec la Grèce, avec Chypre, contre la Turquie. Israël vient de signer, un accord vient d'être trouvé entre l'Union européenne, Israël et l'Égypte pour approvisionner en gaz israélien via l'Égypte, l'Union européenne en GNL dans les prochaines années. Ben voilà. Mais enfin, c'est pas ça qui va faire que malheureusement la victoire américaine en termes de soumission énergétique de l'Europe sera véritablement entamée. Ce sera relatif. Moi, j'ai un ami israélien qui résumait la situation en disant on est 5-7 millions et on emmerde l'ensemble de la planète. Donc on est les meilleurs. Et ce que je voulais dire du point de vue de la Chine, c'est qu'on voit, et quand j'ai dit que les routes de la soie étaient désastreuses sur le plan financier, il y a une chose que les Chinois ne mentionnent jamais, c'est comment ils s'intéressent énormément à la tech
israélienne et comment ils sont une source de financement concurrente à la source américaine. Donc il y a 10 ans, une start-up israélienne... Pour Israël. Il y a une start-up israélienne ne pouvait se financer qu'aux US quand elle avait... Et qu'aujourd'hui, il y a une alternative chinoise. C'est un exemple pour l'Europe de dire, vous savez, soit on se met entre les deux et on joue l'un contre l'autre, et on fait monter les enchères et on double la mise, puisqu'on vend à la fois à la Chine et aux États-Unis, soit on a le Yémen. Bon, c'est passionnant, ça, on parle depuis un peu plus d'une heure, 1h10. Merci à tous les deux de cette exploration des relations internationales et même cette exploration. Enfin, merci aussi, David, de nous avoir livré votre science sur la Chine. Ce que je propose peut-être, c'est de prendre quelques questions, de répondre à quelques questions plus précises sur le thème de cette recomposition géopolitique en cours. Comme je vis en Chine, une chose que j'ai apprise, c'est pas, il n'y a pas de comment ça s'appelle, RSA en Chine, c'est-à-dire on ne paye pas les gens à ne pas travailler. Donc je pars du principe que tout travail doit être rémunéré. Donc les 2 premiers qui poseront des questions ou les 2 premières auront droit à un exemplaire gratuit de mon livre. Et si vous pouvez les poser à Caroline, ça m'arrangerait. Alors, je vais répondre d'abord indirectement. Je faisais une conférence à Dauphine, et à votre place, il y avait une jeune chinoise, et même truc, je dis livre, elle lève son doigt, donc je lui donne le livre, je lui dis quelle est votre question, et elle me dit j'ai oublié ma question. Donc, je pense que ça répond à votre dernière question. Votre première question sur le Covid, ce qui est très frappant, vous savez, c'est à quel point la vitesse à laquelle le monde s'inverse. Souvenez-vous, 2020, c'est la Chine qui gagne la guerre contre le Covid, puisque c'était testing and tracking, comme on dit, donc tester et tracer. Et ça, nos démocraties ont été incapables de l'imposer à notre population, mais en revanche, les pouvoirs autoritaires ont, en 2020, clairement gagné la bataille du Covid. En 2021, ils auraient gagné si le Covid avait juste été une vague. En 2021, quand il y a plusieurs vagues récurrentes du Covid, c'est plus testing and tracking, c'est treating. Donc c'est plus tester et tracer les gens, c'est traiter. Et traiter, ça s'est fait par une technologie complètement disruptive, qui est l'ARN messager, que nous avons trouvé. C'est-à-dire nous, quand je dis nous, ce sont les Allemands, BioNTech, et c'est pas du tout Pfizer qui ne fait que la commercialisation, les Allemands. Et Moderna a été quand même créé par un Français. Donc il faut quand même pas oublier que les meilleures, et je le dis sans arrogance, les meilleures idées du monde, elles naissent très très souvent en Europe. Il se trouve qu'elles sont exploitées commercialement par le reste du monde, mais c'est nous au départ. C'est nous qui avons, et je le dis, j'espère sans arrogance, en disant on n'est pas du tout foutu si on s'organise. Donc ça, c'est pour... et votre seconde question, pardon, parce que j'ai Alzheimer, donc je... C'est pourquoi, finalement, sur l'économie, les États-Unis détruisent, en fait, ceux qui vont se battre pour eux. Ben, vous savez, c'est qu'on a, malgré tout ce que vous lisez, on est encore riche. Vous savez, moi, vous ne vous rendez pas compte de la qualité de vie en France. Dès que vous passez une frontière, tout simplement avoir un ciel bleu avec une famille et 2 enfants qui se tiennent la main, qui peuvent aller dans un parc, tout ça, en Chine, c'est pas possible. Alors, le RSA, je vous le laisse, parce que je suis pas tout à fait d'accord, parce que quand je vois les résultats aux présidentielles Guyane, Martinique et Guadeloupe, plus vous donnez des RSA, plus les gens sont mécontents et votent Mélenchon. Donc je ne crois pas que ce soit la solution. Écoutez, moi je pense qu'on est dans un... c'est ce que j'ai essayé d'expliquer par l'image du trou noir. On est dans un renoncement, on est dans un enfermement volontaire, un refus de l'effort aussi, un refus du choc, un refus de la résistance, un refus de la critique, un refus de finalement oser un écart par rapport à ce qui est devenu une norme. Voilà. Et la norme, eh bien, c'est de considérer que la France n'existe plus en tant que telle, ou si peu, qu'elle a abdiqué déjà tant de sa souveraineté et qu'il ne lui reste pas grand-chose, que l'Europe est la seule dimension d'expression possible de son influence sur la planète, et qu'en conséquence, l'européisme
et sa destinée et qu'elle doit s'en contenter et trouver ça formidable. C'est très très confortable politiquement évidemment parce que ça dispense, enfin c'est une des fausses quoi comme une autre, donc ça dispense de réfléchir à nos intérêts nationaux à l'échelle du monde. Voilà, ça ne veut pas dire être anti-européen, ça ne veut pas dire ne pas chercher d'alliés, ça ne veut pas dire, au contraire, ne pas chercher un rôle justement pivot ou un rôle d'équilibre. Mais tout ça, c'est difficile, c'est douloureux, c'est risqué politiquement. C'est risqué. Et nous n'avons plus les politiques, nous n'avons plus les hommes d'État pour ça. Nous ne fabriquons plus. Je pense quand même que l'unanimisme des débuts sur la question ukraino-russe, en particulier visible dans les médias, je pense, est aujourd'hui en train de se fissurer. Et il y a de plus en plus aujourd'hui dans les médias que je suis de près de papiers et de gens qui commencent à décrire une situation beaucoup moins monolithique que celle qu'ils décrivaient il y a quelques mois. C'est mon sentiment, monsieur. Il y a une spécificité française, mais vous avez mentionné les années 80, c'est la révolution technologique. À ma génération, le talent est allé dans le business et la technologie, et pas en politique. Et vous avez un livre de Régis Debray qui explique très bien, il dit « Moi, j'ai raté ma vie totalement, parce que après Mao, vous retournez au capitalisme, après l'électricité, vous ne retournez pas à la bougie. » Et donc, à ma génération, tous les talents sont allés dans le business et la technologie parce que vous changez beaucoup plus le monde en travaillant chez Apple et Google qu'en étant dans un bureau enfermé au Quai d'Orsay. Et c'est ça le problème. Prenons la France. La France, État garant des accords de Minsk, n'a strictement rien fait pour leur respect. Bon. La France, pays soi-disant important de l'Union européenne, et en plus à la tête du Conseil européen, n'a pas, au moment du déclenchement de la guerre, cherché en quoi que ce soit à se mettre sur un autre plan que les autres pays européens. On a tous bêlé dans le même sens, on est tous allés comme un seul homme dans l'hystérie informationnelle, etc., etc. Donc, ce faisant, on se prive ipso facto de toute capacité d'action. Si vous suivez, c'est pour ça que l'alignement l'alignement, c'est sur qui que ce soit, que ce soit les Chinois, les Russes, ou Dieu sait qui, ou les Américains, c'est juste impossible, inconcevable pour un pays comme le nôtre. Malheureusement, c'est l'écueil dans lequel nous tombons. Donc, l'alternative, maintenant, quelle est la solution? Je pense que, de toute manière, il y a une situation militaire. Donc, il faut arriver à un point militaire où l'une et l'autre partie vont avoir déjà elles-mêmes, sans parler de leurs commanditaires, côté ukrainien en tout cas, intérêt à se dire, bon, il y a peut-être quelque chose à faire là. Ensuite, il faudrait reparler de la situation militaire, mais il y a aussi des pays qui ont d'autres idées pour l'avenir de l'Ukraine. Il n'y a pas que la Russie et les États-Unis. Il y a la Pologne, par exemple. Des idées assez claires maintenant sur ce qu'elle entend faire de l'Ukraine. Bon, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être encore faites, mais pour ça, il faut qu'il y en ait un qui sorte du rang. Tant que personne ne sort du rang. Oui, mais personne ne sort du rang. Mais que voulez-vous que je vous dise? Nous sortons d'une période électorale. Voilà, le peuple s'exprime, le peuple choisit et le peuple endure. Voilà, et le peuple subit. C'est comme ça. Ce qu'il y a de bien dans ces périodes de totale incertitude, c'est d'avoir un scénario de base dont on sait qu'il est complètement faux, mais qui permettra de s'adapter. Moi, je pars du principe, pour qui travaille le temps? C'est ça dans toutes les négociations, pour qui travaille le temps? Et aujourd'hui, le temps, pour moi, il travaille à la fois pour les États-Unis et pour la Chine. C'est pour ça qu'il y a une commonalité d'intérêts, puisque chacun pille une partie de l'Europe, comme je vous l'ai dit. Et je crois que si j'étais américain, je pense que ce que j'aurais en tête, c'est la guerre d'Afghanistan en 1980 qui aboutit à la chute du mur en 89. Donc je dirais déjà, il faut que je sois patient. C'est pour ça que je mets 30 milliards et que j'en récupère 300 par an. Ça me permet d'avoir le temps de mon côté. Et donc ce que je voudrais, c'est que, idéalement,
eh bien la Chine construise un gazoduc qui aille de Yamal à la Chine et qui mette plusieurs dizaines de milliards dedans, qui commence à le construire en 2024 et qui soit fini entre 2028 et 2030. Ça me permet pendant toutes ces années d'asphyxier non pas la Russie qui va avoir 240 milliards qui vont rentrer, mais sa population. Et je fais le pari que de même qu'au bout de 9 ans, entre 80 et 89, il y a un moment où la population se rebelle. Je fais le pari que, idéalement, ça se passe 3 mois avant que j'inaugure le gazoduc, que les Chinois inaugurent le gazoduc, comme je l'ai fait avec Nord Stream 2. Et donc, je pense que les États-Unis ont un horizon qui est, je ne peux pas vous dire si c'est 2028-2030, parce que ça dépend de la manière dont ce gazoduc va être construit, puisque ce gazoduc, c'est censé être 50 milliards de mètres cubes. Nous, on a acheté 150, et il y en a au moins, donc il y en a 50 qui vont déjà en Chine, et ce gazoduc prendrait un autre, détournerait les 50 qui allaient chez nous et qui iraient là-bas. Donc c'est moi, en tant qu'Européen, comme je dis, je suis venu en français et en européen dans le cadre de l'amitié franco-russe. J'ai appris en Chine que c'est jamais la ligne droite dans la vie. Chine, jamais toujours tordue. Donc si vous me demandez quelle est la guerre la plus probable dans le futur, j'aimerais vous répondre, c'est la guerre russo-chinoise. Parce qu'une fois que le gazoduc sera construit, les Chinois ne paieront pas. Et ils diront, je vous rappelle que la Sibérie, c'est un traité inégal de 1860. La moitié de la Sibérie nous appartient, donc vous devez nous la rendre. Donc c'est pour ça, moi, en tant qu'Européen, je suis toujours très optimiste en disant, on va laisser passer. Je ne crois pas du tout à une solution diplomatique à court terme, parce qu'il y a communalité d'intérêt pour l'instant pour les États-Unis et la Chine. Et mon espoir, c'est qu'à un moment, la Chine se rende compte qu'il vaut mieux nous vendre de l'hydrocarbure à nous à 100% du prix, plutôt qu'à très très forte décote à des Chinois, avec lesquels il n'y a pas vraiment, pour ne pas dire aucune communauté culturelle, et que nous, si on écoute un peu Caroline et qu'on dit on est prêt à revenir sur les erreurs passées et un peu plus écouter la Russie qu'on l'a fait dans le passé, et quand il sera passé 4, 5, 6 ans, alors le problème c'est que, vous vous souvenez, Aristide Briand, les diplomates ne sont dangereux que quand ils commencent à travailler. Donc ne croyez pas que ce sont les diplomates qui vont nous résoudre l'équation. Il faut sortir de l'abandon, car nous avons abandonné, en fait, la Russie. L'Europe a abandonné la Russie. Voilà, c'est un abandon. Effectivement, c'est net, si on se plaçait sur un plan humain strict. Donc il faudrait être capable de revenir sur ce que nous avons fait. C'est trop tôt, c'est pour ça qu'il faut du temps. Ça va prendre de toute manière beaucoup de temps, mais je pense que quand même la profondeur de l'abandon ressenti est lourde. Et que même si, de mon point de vue, la Russie est bien plus une puissance européenne qu'asiatique, ce sera difficile aussi quand même si c'est le baiser de la mort chinois, même si c'est inégal, même si c'est risqué, même si c'est pas ce qu'ils veulent, même si... je pense que ça va être très difficile et que justement nous avons, nous en tant que Français, le devoir, comme ça a été dit d'ailleurs récemment, d'arriver à retrouver un lien entre la Russie de toujours et la France de toujours. Je veux, avant de remercier à nouveau les deux intervenants, je voulais simplement peut-être ajouter deux choses. La première, c'est que, a priori, la guerre qui se déroule actuellement au Donbass sera longue. C'est la première chose. Et la deuxième chose, les stratèges français aujourd'hui disent que la chose la plus sûre, c'est l'impossibilité de savoir ce qui va se passer demain, c'est-à-dire l'incertitude complète. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, personne n'imaginait le Covid et l'arrêt des économies mondiales. Eh bien, sans doute que personne n'imagine ce qui peut se passer demain ou après-demain. Voilà ce que disent aujourd'hui les gens qui sont stratégistes et auscultent les chaos du monde. Un grand merci à David Bavrez, un grand merci évidemment à Caroline Galacteros. Pour leurs propos à la fois très intéressants et, je vous le disais, libres de ton. À l'occasion de la célébration de la journée de la Russie, où on a écouté le petit-fils du général de Gaulle devant des personnes qui étaient là, j'étais là,
J'ai été étonnée en même temps, déjà parce qu'il y avait quelqu'un qui est venu, parce que, comme on dit, comme je disais au tout début, on pensait la Russie isolée. La Russie n'est pas isolée. Il y avait beaucoup de personnes de différentes ambassades, africaines, asiatiques justement. Ça, on se pose la question où se trouve l'Europe. Et ayant entendu tout ce que vous avez dit aujourd'hui, on peut tirer la conclusion que tout le monde est pragmatique, sauf l'Europe. Et l'Europe, je ne sais pas, elle se suicide petit à petit. On le verra ou pas, ce qu'on ne souhaite pas. Mais je veux vous juste citer ce qu'a dit le petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle. Le général de Gaulle écrivait, la citation du général, « Il existe un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. » Il continue Pierre. « Notre but doit rester d'établir une entente européenne entre l'Atlantique et l'Eurasie. Au milieu des alarmes du monde et des dangers de la crise actuelle, la France peut et doit à nouveau peser de tout son poids et chercher un arrangement avec les pays belligérants et la Russie en particulier. On ne fait pas la guerre tout seul. C'est une conviction que les idéologies, dont les régimes qui les expriment en Ukraine comme ailleurs, ne sont que de passage. » Citation. « Seul compte, appuyé sur les fondements politiques, la patine des siècles et la capacité des pays à rester grands. » Comme le disait le général de Gaulle en 1966, lors de son deuxième voyage en Russie, « La visite que j'achève de faire à votre pays, c'est une visite de la France de toujours à la Russie de toujours. » Ça fait 18 ans qu'on le fait. Nous, on croyait en grandeur de la France et en grandeur de la Russie, et à ce futur en Europe, grâce à ces deux grandeurs, la Russie et la France. Et que la paix règne. Merci beaucoup.